Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Bruno David. Bonjour. On vous doit un certain nombre de chroniques que l'on entend le matin à 6h05 dans Le Monde Vivant, la lamproie, une ventouse ancestrale, la mouche policière, le sang bleu des limules, et puis vous publiez un ouvrage consacré à la 6e extinction, à l'aube de la 6e extinction, comment habiter la Terre, c'est aux éditions Grasset, et on apprend un certain nombre de choses sur votre parcours et notamment sur le fait que vous êtes d'abord intéressé aux oursins fossiles du Crétacé. Ça veut dire que les oursins que l'on trouvait au Crétacé sur les étals des marchés sont très différents de ceux qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors oui, les dinosaures avaient beaucoup de mal à trouver des oursins équivalents à ceux d'aujourd'hui sur les étals du Crétacé, en effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oursins, c'est un monde, en fait. Il y a aujourd'hui à peu près 1000 espèces d'oursins, différentes les unes des autres, et aussi différentes entre elles qu'un zèbre peut être différent d'une musaraigne. Et la plupart des oursins que l'on connaît, ce sont ceux sur lesquels on se pique les pieds ou qu'éventuellement on mange. Mais il faut savoir que la majorité d'entre eux vivent enfouis, un petit peu à l'image des taupes ou des vers de terre, dans le sédiment au fond de la mer et qu'on ne les voit pas et qu'on ne les connaît pas. Il y en a qui font la taille d'un petit pois, il y en a qui sont gros comme une assiette, voire même plus gros. Et donc il y a une énorme diversité. Et il y avait une diversité fossile. Et donc j'ai travaillé sur une partie de cette diversité fossile, sur des oursins qui avaient 120 millions d'années à peu près. Mais alors, est-ce que ça ne veut pas dire, Bruno David, que ce mécanisme d'extinction des espèces, il est finalement naturel et consubstantiel à l'évolution de la planète ? Bien sûr, les espèces sont faites pour s'éteindre en quelque sorte. Enfin, faites pour, évidemment, c'est un abus de langage, mais les espèces s'éteignent, il y a d'autres espèces qui apparaissent. Tout ça, c'est dans un flux, une transformation du vivant, qu'on appelle l'évolution biologique. Mais ça se fait à un rythme qui est relativement lent, qui est lent par rapport au rythme de nos sociétés humaines. C'est-à-dire qu'une espèce se différencie en 10 000, 100 000 ans à peu près. Il y a des espèces qui émergent, elle va rester sur Terre pendant un certain nombre de millions d'années ou de centaines de milliers d'années, puis elle va finir par disparaître. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on fait éteindre des espèces ou qu'on fait décliner un certain nombre d'espèces, des déclins qui pourraient aboutir à des extinctions, à un rythme considérablement plus rapide que celui des temps passés. Alors, on va reparler de cette extinction des espèces, mais en l'occurrence, on s'est beaucoup intéressé à une espèce en particulier, celle des chauves-souris, pour la raison toute simple que ces chauves-souris sont accusées, impliquées, justement, vous allez nous éclairer à ce sujet, dans la pandémie et plus précisément même dans la zoonose. Dans votre livre, à l'aube de la 6e extinction, que vous publiez aux éditions Grasset, Bruno David, vous avez consacré un chapitre à la manière dont aujourd'hui les différentes explorations peuvent nous renseigner sur l'origine de la pandémie. Et puis le Muséum national d'histoire naturelle que vous présidez s'est largement penché sur cette question, bien entendu. Oui, bien sûr. Alors on est à peu près certain aujourd'hui, quasi certain, que le virus vient d'une chauve-souris. Alors on dit la chauve-souris. En fait, il y a 1400 espèces de chauves-souris. Ça représente le quart des mammifères. Donc on voit bien que la probabilité que ça vienne du chauve-souris, simplement par une simple règle de 3, on s'aperçoit que cette probabilité, elle peut être relativement forte. Donc le virus vient d'une chauve-souris. On a beaucoup pensé, je ne sais pas si l'hypothèse est complètement écartée aujourd'hui, que c'est passé aussi par le pangolin. C'est-à-dire que la clé d'entrée du virus dans les cellules venait d'un virus de pangolin et que c'était une sorte de combinaison entre le virus de la chauve-souris, d'une chauve-souris qui était un rhinolophe en fait, comme sorte de chauve-souris, et le virus du pangolin malais. C'était ça qui avait fait notre coronavirus, en quelque sorte. L'hypothèse du pangolin est en train d'être remise en question. Au moment où j'écrivais le livre, c'était l'hypothèse la plus probable, donc c'est celle que j'exprime dans le livre. On verra ce qu'il en est exactement un petit peu plus tard. Mais les virus, ce sont des êtres vivants, microscopiques, mais qui mutent tout le temps, donc qui passent nécessairement d'une espèce à l'autre relativement facilement. Et c'est ça qui s'est produit. C'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire que le virus a franchi la barrière d'espèce et il est arrivé chez nous. Et apparemment, il se plaît bien chez nous. Est-ce que les virus font partie de ce monde vivant, puisque c'est le titre des chroniques que vous donnez chaque jour? Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi finalement de leur donner, je ne sais pas, une certaine dignité, Bruno David? Alors ils ont une dignité, je vous rassure. Si j'étais un virus, je serais très vexé de ce que vous dites là. Mais non, alors c'est un débat. C'est un débat puisque le virus n'est pas capable de se reproduire par lui-même. Il a besoin de la machinerie cellulaire d'une autre espèce, très souvent de bactéries d'ailleurs, pour
s'injecter, rentrer dans la bactérie, à l'intérieur de la bactérie. C'est pour ça qu'il a besoin d'une serrure pour ouvrir la porte de la membrane, pour passer à l'intérieur de la cellule. Une fois qu'il est dans la cellule, il utilise toute la machinerie cellulaire de la cellule en question pour se multiplier. Et quand il est assez nombreux à l'intérieur, qu'il a bien multiplié son matériel génétique, il fait exploser la cellule. Généralement, la plupart des virus infectent des bactéries, c'est-à-dire des êtres unicellulaires. Et il va faire exploser la cellule de la bactérie. Mais nous sommes des êtres multicellulaires, et il peut infecter aussi nos cellules, par exemple nos cellules épithéliales des voies respiratoires, et il va faire exploser nos cellules des voies respiratoires au bout d'un certain temps. Assez rapide. À l'échelle d'un virus, ça va quand même assez vite, tout ça. Donc savoir si un virus est un être vivant, il n'est pas capable de se reproduire par lui-même, mais par contre, il est capable d'évoluer. Donc si la définition du vivant, c'est l'évolution, c'est la définition que je préfère, le virus est un être vivant. Pour moi, c'est le stade ultime du parasitisme, dans la mesure où il ne peut pas se reproduire par lui-même, il a besoin de parasiter un autre être vivant pour se reproduire. Et oui, c'est ça, parce que aujourd'hui, nous observons avec une certaine inquiétude l'évolution du variant de ce coronavirus. Et lorsqu'il est question de la propagation de ce variant, on entend dire finalement qu'il est soumis aux règles du darwinisme, Bruno David, et que par conséquent, il aurait peut-être un avantage compétitif sur la forme dite classique du coronavirus, tout simplement parce qu'il serait plus contagieux. Oui, alors le virus, c'est pratiquement une stratégie militaire. C'est de l'anthropomorphisme que de parler comme ça. Mais le virus, son intérêt, c'est de se propager le plus possible, donc d'infecter un maximum de personnes possible, si on est chez les humains, en évitant de les tuer trop vite, parce que si on tue son hôte trop vite, ce n'est pas très intéressant, il faut avoir le temps de passer sur un autre avant, et c'est exactement ce qui se passe. Et le virus, il mute tout le temps, parce que c'est un génome qui est extrêmement simple, et donc il a une capacité à muter extrêmement rapide. Alors plus les génomes sont simples, plus ils mutent ? C'est pas tout à fait ça, mais disons que le virus, il n'a pas de système de correction des erreurs de réplication. Donc, quand il y a des erreurs qui se produisent dans la réplication de son génome, donc il refabrique un autre virus, un bébé virus si vous voulez, il n'y aura pas de correction, et que par conséquent, il va facilement muter. Il y aura beaucoup d'erreurs qui vont donner rien du tout, mais de temps en temps, ça marche. Et comme il se reproduit à peu près toutes les minutes, ou même plus, il finit par tomber juste. Et il y a des variants qui vont se développer, qui se développent tout le temps. On le connaît avec le virus de la grippe, puisque chaque année, on a une souche différente. Et là, on a des variants du coronavirus. Pourquoi on a des variants ? Parce qu'il a infecté aussi un nombre considérable d'humains sur la planète, et que la probabilité, là aussi, qu'il y ait finalement un variant qui apparaisse, elle est d'autant plus forte qu'il y a plus d'humains infectés. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux. Mais alors, je ne veux pas faire peur aux auditeurs non plus, mais on est dans ce système-là quand même. Ne nous faites pas plus peur que nous n'avons peur aujourd'hui, Bruno David, mais précisément, il y a une expression qui m'a toujours paru étrange, elle est utilisée par certains naturalistes au XXe, c'est l'expression de génie propre du virus. Et alors, ce génie propre, est-ce qu'il inciterait par exemple à penser que le destin de tout virus est de devenir à la fois plus contagieux et moins virulent, de s'éteindre, parce que finalement, on ne comprend pas très bien pourquoi les grandes pandémies, comme par exemple la grippe espagnole, ont fini par s'éteindre sans qu'on ait évidemment un vaccin ou un médicament qui puisse expliquer l'extinction. C'est un petit peu faute de combattants, c'est-à-dire que le virus de la grippe espagnole, il a fait des ravages considérables. On estime qu'il y a à peu près 40 millions de morts. Il y a une fourchette importante parce qu'à l'époque, on ne les comptait pas de manière aussi précise que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça fait en tout cas plus de morts que les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et ça a infecté énormément de gens. Ces gens-là sont morts. Les gens qui ont survécu, ils avaient un système immunitaire qui avait permis de combattre le virus. Donc le virus a fini par s'éteindre parce qu'il n'avait plus personne à infecter, en tout cas plus personne qu'il était en capacité d'infecter très sérieusement. Donc au bout d'un moment, ça s'arrête, tout s'arrête. Et est-ce que justement il est possible de faire sinon des prévisions, puisque lorsqu'on suit les différentes extinctions que vous étudiez dans ce livre à l'aube de la 6e extinction, Bruno David, est-ce qu'il est possible de voir s'il existerait une logique propre au vivant, ou bien celui-ci est d'une telle complexité qu'il faut pour chaque espèce et dans chaque situation voir ces différentes situations? Non, il n'y a que des cas particuliers. Je vais être assez décevant là-dessus. C'est très très difficile de faire des modèles parce que le vivant, il évolue justement. On n'est pas dans un monde déterministe. On n'est pas dans un monde où on pourrait logiquement passer d'un état A à un état B puis à un état C. On n'est pas dans le monde de la physique et de la chimie où on peut déterminer. Il y a des lois, il y a des règles
qui s'appliquent, et donc on peut prédire les choses, même si ce sont des prédictions en partie probabilistes. Dans le vivant, on ne peut pas prédire, simplement parce que le vivant évolue. On pense qu'il va évoluer dans une direction, puis il évolue dans une autre. Alors vous évoquez le vivant et ses représentations. Et alors vous dites cette chose tout à fait étonnante. Vous dites Blanche-Neige ou Pinocchio étaient entourés de plus de 20 espèces animales. Mulan n'a eu droit qu'à 6 et Ratatouille, qui concocte ses bons plats à Paris, encore moins. Ça veut dire que finalement on est les enfants, les adultes aussi, qui créés pour les enfants sont de moins en moins capables de représenter la diversité des espèces animales? Oui, alors là, c'est une équipe du muséum qui a fait cette étude il y a quelques années et qui a pris les dessins animés de Walt Disney et qui a regardé combien il y avait d'espèces en dehors des personnages principaux, d'espèces animales qui étaient présentes dans le dessin animé en question. Et on s'est aperçu qu'il y avait un déclin des espèces, qu'il y avait des disparitions d'espèces, en quelque sorte, des extinctions d'espèces dans les dessins animés de Walt Disney. Donc dans l'imaginaire collectif. C'est un imaginaire collectif et ça signe une sorte de distance culturelle qui s'installe entre notre espèce et les autres espèces animales. Culturellement, on connaît moins d'espèces que n'en connaissaient nos parents ou nos grands-parents. C'est quelque chose qui s'est installé dans la société, c'est peut-être l'urbanisation, je ne sais pas par quel mécanisme c'est arrivé, mais en tout cas, c'est un constat. On est plus loin, on a pris une distance par rapport au monde animal. Mais alors d'ailleurs, vous, dans les chroniques que vous donnez sur France Culture, la plupart des espèces que vous évoquez, Bruno David, je dois l'avouer, les limules par exemple, je ne sais pas très bien ce que c'est, la lamproie, j'envisage à peu près, je vois ce que c'est, mais je ne suis pas sûr d'être capable d'en décrire une. Bref, toutes ces espèces-là, pourquoi sont-elles de plus en plus éloignées de l'imaginaire ou du concret de nos vies ? Alors, si je suis un petit peu tristounet, je dirais que c'est parce qu'on ne les enseigne plus. On a perdu la notion, par exemple, de leçon de choses, qui était, je trouve, une jolie expression, peut-être qui n'était pas très adaptée, mais enfin, néanmoins, où on apprenait un certain nombre d'animaux, de végétaux, d'espèces qu'on observait à l'école primaire, qu'on apprenait dans les premières classes du lycée ou du collège. Et ça s'est un peu perdu. On a basculé sur des choses des fois un petit peu plus théoriques, un petit peu plus distantes. On apprend le code génétique, on apprend des choses qui sont très intéressantes également. Mais ça nous met à distance finalement du monde vivant qui nous entoure. Et je pense qu'on a perdu aussi notre capacité d'observation. Et ça m'attriste vraiment. C'est-à-dire qu'on ne sait plus reconnaître un arbre d'un autre, une fleur d'une autre fleur, un animal d'un autre animal. J'ai un jeu en quelque sorte, là je vais vous raconter ma vie pratiquement. Vous êtes là pour ça. Il m'est arrivé en interviewant quelqu'un que je devais recruter au muséum sur des fonctions qui n'étaient pas des fonctions de naturaliste, bien sûr, mais de poser la question, pour des fonctions administratives par exemple, est-ce que vous connaissez la différence entre un triton et une salamandre ? C'est une question que j'ai posée, notamment à mon adjoint le plus proche, qui m'a dit non, je ne sais pas. Alors que ce sont deux amphibiens, qui sont des amphibiens finalement assez ordinaires, et on pourrait penser que chaque Français devrait savoir à l'âge adulte la différence entre un triton et une salamandre. Si on a l'habitude de jouer dans les mares, on sait ce qu'est un triton. Voilà, on devrait savoir. Mais finalement, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et ça marque aussi, ça signe une certaine distance par rapport au monde vivant qui nous entoure. Mais pourtant, il y a toujours autant de tritons et de salamandres. Il y en a un peu moins. Tritons alpestres, il y en a un petit peu moins. Les salamandres aussi, il y en a moins. On en voit moins. Salamandre qui semblait hiberner sur les chemins il y a quelques jours encore. Voilà, écoutez, il y en a moins simplement parce que le réchauffement climatique n'est pas très favorable à ces animaux, à ces amphibiens qui ont absolument besoin d'eau pour leur cycle de vie, qui ont besoin d'eau même au quotidien parce qu'ils se dessèchent, leur peau fait qu'il faut qu'elle soit toujours humide. Et donc, il y a un déclin de ces amphibiens, il y a un fort déclin des amphibiens qui est en grande partie lié bien sûr à l'anthropisation des paysages, mais également au changement climatique et à des étés qui sont trop chauds, qui font que ces animaux déclinent. Donc on les connaît moins bien, on en voit moins, on les connaît moins bien. Et puis on est très urbain, donc évidemment on ne les voit pas en ville. Mais la faible connaissance ou la moindre connaissance du vivant, Bruno David, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal à une époque où, par exemple, on tient de plus en plus compte de la souffrance des animaux, de la nature. Vous parlez par exemple des arbres, mais il y a un véritable intérêt, regain d'intérêt pour les forêts, pour les différentes espèces d'arbres. Il y a un affect pour les animaux, enfin pour les autres espèces vivantes, qui est totalement lié à la distance, j'ai utilisé un gros mot, phylogénétique qu'on a avec elles. C'est-à-dire que
Il y a un arbre de parenté du vivant, il y a des relations de parenté au sein du vivant, comme il y en a dans des familles, et on est plus attiré par les espèces qui nous sont proches que par les espèces, on a plus d'affect pour les espèces qui nous sont proches que par les espèces qui sont lointaines. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, également par des gens du muséum d'ailleurs. Donc on est plus attiré par un chat ou un chien, qui est un autre mammifère, que par une salamandre ou un triton, dont on parlait à l'instant, ou par un serpent, parce que ça nous paraît plus distant, et on est encore moins attiré par un oursin, par exemple. On a moins d'affect pour un oursin, on a moins envie de le caresser, mais ça pour d'autres raisons aussi d'ailleurs. Et il y a une exception, ce sont les arbres. Une exception, ce sont les arbres, parce qu'on est très loin des arbres dans l'arbre du vivant, mais on est attiré, on a un affect important pour les arbres. Mais oui, parce qu'à l'issue, par exemple, de livres comme ceux, par exemple, de Peter Wohlleben, il y a de plus en plus de visions quasiment anthropomorphiques des arbres. Oui, bien sûr. Il y a une vision un petit peu trop, d'ailleurs, anthropomorphique des arbres. Mais on a cet affect pour un certain nombre d'espèces vivantes, mais finalement assez limité quand même. Et on protège plutôt ce qui nous est proche, mais ça ne veut pas dire qu'on les connaît. Et quand on regarde le bestiaire, en quelque sorte, qui nous est cher, c'est un bestiaire qui est quand même assez limité. Ce n'est pas un bestiaire qui est si vaste que ça, et ça devient rapidement flou dès qu'on s'écarte de ce que nous sommes, d'Homo sapiens. Bruno David, à l'aube de la 6e extinction, comment habiter la Terre? C'est le livre que vous publiez chez Grasset. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. On évoquera les causes de cette 6e extinction et notamment le réchauffement climatique. Vous analysez dans votre livre la manière dont celui-ci pèse sur le devenir du vivant. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de Bruno David. Bruno David, vous présidez le Muséum d'histoire naturelle. On peut vous entendre chaque matin sur France Culture à 6h05 pour votre chronique consacrée au monde vivant et vous publiez à l'aube de la 6e extinction Comment habiter la Terre aux éditions Grasset. Mais alors, s'il s'agit de la 6e extinction, je crois qu'il y en a eu 5 auparavant et la première, ça nous rajeunit pas parce que on peut la situer à quoi, 450 millions d'années 450 millions d'années, on est relativement au début de l'ère primaire. Et on est à une période où la vie n'est pas encore très présente sur les continents, ou même pas présente sur les continents. Donc la vie est exclusivement marine à ce moment-là. Et il y a un refroidissement important, une glaciation importante. Et pendant 1 million d'années, il y a vraiment une crise de la biodiversité océanique à cette époque. Est-ce qu'on connaît les causes, puisque donc il y a eu 5 autres épisodes d'extinction, est-ce qu'on connaît les causes pour cette première crise qui frappe la biosphère? Alors c'est vraiment une glaciation qui initie la crise. Une glaciation, une certaine distribution des continents aussi sur la planète. Mais une glaciation due à des changements de cycle astronomique, des choses comme ça, qui font que la Terre entre dans une phase de refroidissement. Mais je vais peut-être surprendre des auditeurs, mais nous sommes dans une période de froid de l'histoire de la Terre. Alors justement, c'est là où je voulais vous entendre, puisque on voit qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes depuis donc cette première crise, depuis des périodes que vous connaissez bien, parce que vous avez consacré votre thèse aux oursins du Crétacé inférieur. Donc le Crétacé, c'est entre 100 millions d'années et 150 millions d'années. Pas tout à fait. J'ai mal retenu ma leçon. Oui, vous n'avez pas très bien retenu votre leçon. Là, je ne sais pas si je vous donnerai une bonne note. Ça commence vers 130-140 millions d'années et ça se termine il y a 70 millions d'années. Donc ça dure pratiquement 65 millions d'années. Et lorsque l'on voit aujourd'hui un certain nombre de choses qui nous sont proches, par exemple la grotte Cosquer dont il était question dans le journal La Croix hier. Cette grotte, donc, elle est située entre Cassis et Marseille. Elle était jadis à 120 mètres en contrebas de la mer, enfin au-dessus de la mer, et aujourd'hui elle est en contrebas, hein, puisque c'est une grotte sous-marine, c'est une grotte ornée, on y voit des phoques, ce qui veut dire qu'il y a 15 000 ans, il y avait au bord de la Méditerranée une faune que l'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui. Alors il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord une modification du niveau de la mer. On était dans une période glaciaire, il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Nous sommes dans une période globalement froide de l'histoire de la Terre, mais avec des oscillations qu'on appelle glaciaires interglaciaires. Nous sommes dans un interglaciaire, donc dans une période relativement chaude au sein de cette immense période relativement froide de l'histoire de la Terre. C'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc là, on était dans une période glaciaire, vraiment très très froide. Le climat de la France était à peu près le climat de la Sibérie d'aujourd'hui, ou du nord du Canada d'aujourd'hui.
Et il y avait d'énormes calottes polaires qui s'étaient développées sur tout l'hémisphère nord et tout l'hémisphère sud. Et les glaciers couvraient toute la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, l'Angleterre. Les glaciers arrivaient jusqu'à Lyon, les glaciers alpins arrivaient jusqu'à Lyon. Donc on avait vraiment un piégeage de l'eau océanique dans ces calottes polaires, ce qui fait que le niveau des mers était plus bas. Et il était à peu près 120 mètres plus bas. Donc les hommes qui vivaient à cette époque, parce qu'il y avait déjà de nos ancêtres qui vivaient à cette époque, c'était des Homo sapiens, qui étaient comme nous, simplement, et ils se sont adaptés à ça. Il y avait des grottes qui étaient disponibles et ils sont installés dans ces grottes. Puis avec la fonte des calottes glaciaires, quand on est passé dans un interglaciaire, que le climat globalement s'est réchauffé, l'eau est revenue dans les océans, donc le niveau des océans a remonté et a envahi la grotte en question. Mais alors, 17 000 ans pour cette grotte, c'est hier pour vous. C'est une période, Oui, c'est très récent, une période extrêmement récente. Cela montre que sur des périodes extrêmement récentes, il y a eu des changements climatiques qui étaient des changements climatiques extrêmement brutaux, apportant à chaque fois des extinctions et une modification profonde du vivant, Bruno David. Alors, on est sur des changements glaciaires interglaciaires qui représentent en gros 6 à 8 degrés de température moyenne de la planète. Et on passe d'un système glaciaire à un système interglaciaire, donc à un réchauffement, en l'espace d'à peu près 5000 ans. Donc on voit, on fait 6-8 degrés en 5000 ans. En ce moment, on est en train de faire 3-4 degrés en 150 ans. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes vitesses. Donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus rapide et c'est ça qui explique l'inquiétude et les différents dégâts que vous décrivez dans votre livre. Non, mais c'est ça qui est très déstabilisant pour la biosphère, parce qu'elle n'est pas adaptée à des changements à cette vitesse-là. Elle n'a pas le temps de migrer, elle n'a pas le temps de s'acclimater, elle a encore moins le temps d'évoluer. Donc on est vraiment face à un sujet qui concerne les vitesses. On est sur des vitesses de changement des environnements en général et changement du climat en particulier, parce que tout ça s'additionne, qui font que la vie n'est pas dans un système de vitesse compatible avec son évolution et avec son acclimatation à ces changements. Alors il y a quelques espèces qui vont y arriver parce qu'elles sont par exemple très mobiles, elles vont pouvoir se déplacer. On voit des poissons tropicaux qui arrivent en Méditerranée ou qui arrivent pour certains dans le golfe de Gascogne. Donc ça, ce sont des espèces qui sont très mobiles, qui vont pouvoir suivre ce changement climatique. On voit bien déjà que les espèces qui habitent déjà très au nord ou très au sud dans l'hémisphère sud sont dans un système de nasse. Elles ne peuvent plus aller plus loin, elles. Donc elles sont piégées. Elles ont une sorte de double peine puisque leur environnement change, se réchauffe d'une part, et ça peut les déstabiliser parce qu'elles ne sont pas adaptées à ça. Et puis, il y a d'autres espèces qui vont arriver de plus au nord ou de plus au sud, selon l'hémisphère dans lequel on se trouve, et qui vont venir les concurrencer. Mais alors quand on prend par exemple une autre extinction qui est probablement l'extinction la plus célèbre, celle des dinosaures, Bruno David, celle-ci donc elle est liée d'abord à quoi et ensuite est-ce que justement ça n'était pas là aussi une question de vitesse qui a provoqué de tels bouleversements? Non, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une extinction qui a été relativement progressive parce qu'on voit le déclin des dinosaures plus de 5 millions d'années avant vraiment l'extinction finale. Cette crise de la fin du Crétacé, elle est marquée avant tout par d'énormes épanchements volcaniques qui vont s'étaler sur plusieurs millions d'années. Ça représente l'équivalent de 4 km de lave sur la surface de la France. Donc on voit ce que ça représente comme émission de gaz dans l'atmosphère, comme transformation totale du climat qui est derrière. Il y a bien sûr la chute de la météorite tout à la fin du Crétacé, mais ça vient donner de coups de grâce. Ce n'est pas la météorite qui va avoir tué tous les dinosaures. Ils étaient déjà en très mauvais état avant. Il y avait eu un déclin de leur succès reproducteur. Il y avait de moins en moins de dinosaures. Et quand la météorite arrive, il n'y a plus beaucoup de dinosaures sur Terre. Alors d'ailleurs, vous ajoutez que ce n'est pas seulement les dinosaures, ce sont aussi les ammonites. Alors les ammonites, ce sont les petits coquillages. Alors les ammonites, ce sont des céphalopodes, c'est proche du nautile. Donc ce sont des mollusques qui avaient une coquille en forme de spirale et qui vivaient dans les océans. Il y en avait toutes sortes, ça vivait à toutes les profondeurs dans les océans. Et ça jouait un petit peu le rôle écologique des poissons. C'était des carnivores pour beaucoup d'entre elles, et elles jouaient un petit peu le rôle écologique des poissons, même si en même temps... Est-ce que ça ressemble aux coquillages que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui? C'est une coquille enroulée, si vous voulez. C'est une spirale enroulée. Mais alors parce que quand on retrouve des coquillages dans les Alpes, par exemple, ou dans ces lieux-là, est-ce que on a peut-être... On trouve beaucoup d'ammonites, oui. Et donc c'est lié à cette période-là? Promenez-vous dans le Poitou, promenez-vous en Bourgogne, promenez-vous dans le Jura, promenez-vous dans les Alpes. En Ardèche, vous allez trouver énormément d'ammonites si vous êtes un petit peu attentif dans les couches fossiles. Elles sont toutes de formes différentes. Il y a une énorme évolution, une énorme diversité de ces ammonites. Et à la fin du Crétacé, elles disparaissent. Elles n'étaient déjà pas en très bon état non plus. Il y avait un déclin déjà de ces ammonites. Et puis à la fin du Crétacé, elles disparaissent complètement. Et au tertiaire, qu'est-ce qui se passe? On a une énorme radiation des poissons
qui remplacent les ammonites. Comme on a C'est une ça en énorme fait radiation la d'ammonites. conséquence de cette modification importante de l'écosystème. Alors il y a des modifications importantes de l'écosystème. Cette crise de la fin du Crétacé, c'est pas la crise la plus importante en termes du nombre d'espèces qui vont s'éteindre. Mais par contre, les espèces qui sont touchées, les groupes qui sont touchés, sont des groupes majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc ça amène à des bouleversements écologiques qui sont considérables. Et le monde après la crise de Crétacé-Tertiaire est plus du tout le même que celui qui précédait. Sur les continents, les mammifères vont remplacer les dinosaures, et les oiseaux vont aussi s'épanouir considérablement. Et dans les océans, les poissons vont remplacer les ammonites. Donc on n'est plus dans le même monde, on a changé de monde. Parce que les groupes touchés étaient des groupes particulièrement importants dans les équilibres. Bon, Donc, mais on alors a peut-être basculé que dans un nouvel c'était une équilibre. bonne chose si les dinosaures nous écoutent, ils ne vont pas être contents, mais c'était peut-être une bonne chose que ceux-ci s'éteignent. Alors, ce sont les dinosaures non-oiseaux qui s'éteignent, puisque les oiseaux sont des dinosaures, en fait, techniquement parlant. Et les oiseaux ont profité de ça. Ce groupe de dinosaures, ce petit groupe de dinosaures qui étaient les oiseaux, a profité de l'extinction des grands dinosaures. Donc il y a eu un remplacement, Il y a des un remplacement et une évolution. Tout ça pour dire que cette 6e extinction que vous décrivez, Bruno David, elle donne lieu donc à une extinction d'espèces. Lesquelles d'ailleurs ? Alors, c'est un peu toutes les espèces. Il y a des espèces qui sont déjà éteintes. Parmi les espèces qui nous sont les plus connues, les plus proches, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les amphibiens sont touchés. On parlait de la salamandre. Donc la salamandre, le triton, la grenouille, enfin tout. Celles-ci, on les voit, on les croise encore. Alors, évidemment, on ne fait pas de dénombrement, mais il y a beaucoup de salamandres, beaucoup de... C'est justement le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, et en tout cas, il y en a moins qu'avant. Il n'y a pas tant que ça d'espèces qui sont réellement éteintes, dont on a pu constater la disparition à l'image du dodo de l'île Maurice, par exemple, ou de la rétine de stellaire dans les océans. J'ai fait une chronique sur la rétine, donc je fais la publicité de ma chronique aussi. Mais le dodo a disparu parce qu'il a été chassé. Parce qu'il a été chassé. C'est une disparition, bien sûr, anthropique, liée à l'action humaine. Mais la plupart de ces disparitions sont liées aux actions humaines. C'est comme ça. Donc il y a relativement peu de disparitions. On est sur 2-3% de disparitions, donc c'est pas gigantesque, hein, peut-être 5%. C'est pas énorme pour le moment. Mais par contre, on a beaucoup de déclins, c'est-à-dire qu'il y a des diminutions d'abondance. Et ces diminutions d'abondance sont très inquiétantes parce que, in fine, ça aboutit à une extinction. C'est-à-dire que si on s'amusait à compter les salamandres et les tritons, ce que vous devez faire d'ailleurs au Muséum d'histoire naturelle, je parle en France en tout cas, eh bien on s'apercevrait qu'il y a une diminution. Il y en a de moins en moins. Il y en a effectivement de moins en moins. Il y a un déclin des oiseaux communs, il y a un déclin des insectes, il y a un déclin des mammifères, il y a des déclins de toutes sortes d'espèces. Il y a moins de hérissons, par exemple. Bon, ça paraît surprenant. Si vous êtes un petit peu observateur, vous vous rendrez compte qu'il y a moins de hérissons écrasés le long des routes. Alors, il y a plusieurs hypothèses, on peut les tester. Soit les hérissons ont appris à traverser de manière prudente, soit les automobilistes font attention aux hérissons et contournent les hérissons, soit c'est qu'il y a simplement moins de hérissons dans les campagnes. Mais je penche pour cette troisième hypothèse. Je crois qu'on peut vous suivre aisément, Bruno David, mais il y a par exemple de plus en plus de sangliers. Oui, parce qu'il n'y a pas de prédateurs des sangliers, et que les sangliers sont assez gros, donc il y a de plus en plus de sangliers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des chasses de régulation, parce qu'il y a trop de sangliers à certains endroits. Donc là, je n'aimerais pas faire preuve de spécisme, mais est-ce que le fait qu'il y ait moins de salamandres peut être contrebalancé par la recrudescence des sangliers? Je savais que vous alliez me répondre non, mais en tout cas, on voit qu'on a affaire à une évolution et... On est dans l'image exactement de ce qui s'est passé à la limite Crétacé-Tertiaire avec ce basculement dans des nouveaux écosystèmes. On est en train de déstabiliser les écosystèmes. Et donc, ils peuvent basculer vers d'autres types d'écosystèmes, vers d'autres modes de fonctionnement qui seront différents de ceux d'aujourd'hui et qui ne nous rendront peut-être pas les mêmes services. C'est ce qu'on est en train de constater. C'est-à-dire qu'on est en train de modifier tellement le fonctionnement de la planète qu'elle va se mettre à fonctionner autrement. Elle fonctionnera toujours. J'ai aucune inquiétude sur la survie de la vie sur Terre. Mes inquiétudes, elles concernent la survie de nos sociétés, voire la survie de l'espèce humaine. Et puis alors, il y a des diffusions qui sont complètement anthropiques, mais qui sont réelles. Le frelon asiatique, par exemple. Alors ça, c'est un autre problème. C'est un problème de déplacement d'espèces, qui sont des déplacements liés à nos activités, à nos actions, à notre transport. Et on amène des espèces à des endroits où elles vont pouvoir s'épanouir de manière un petit peu imprévue, parce que ça ne se contrôle pas. Donc on a le frelon asiatique qui arrive en France et puis qui ravage les abeilles. On a une étoile de mer. Alors vous rappelez, Bruno David, la manière dont celui-ci est arrivé, qui est quand même assez étonnant.
Oui, dans des poteries chinoises. Il est arrivé dans des poteries dans le sud-ouest de la France, dans le département du Lot. Puis après, il a pris un camion, il est arrivé jusqu'en Bourgogne. Et puis à partir de ces 2 points, il a diffusé sur tout le territoire. Aujourd'hui, il est déjà en Belgique. Alors, il est en plus poussé par le réchauffement climatique parce qu'il aime bien quand il fait relativement chaud. Donc, il se déplace et je veux effrayer personne, mais on en a trouvé un nid dans le jardin des plantes. Et ce frelon asiatique, il est embêtant parce qu'il tue les abeilles. Il tue les abeilles, il est relativement agressif. Enfin, pas trop agressif non plus, donc il est relativement embêtant. Puis c'est une espèce invasive. Il participe à la déstabilisation des écosystèmes qui étaient en place et à l'installation finalement de nouveaux fonctionnements de ces écosystèmes. Quand vous dites que c'est une espèce invasive, ça veut dire qu'il n'a pas de prédateur en France. Non, ça veut dire c'est une espèce qui a été d'abord introduite et qui, compte tenu du contexte dans lequel elle est arrivée, cette espèce, a un grand succès et finalement peut se développer jusqu'à devenir invasive. Donc c'est le cas de pas mal d'espèces. On a par exemple les jussies, qui sont des petites plantes d'eau qui ont envahi les plans d'eau en Europe et qu'il faut arracher d'ailleurs, qu'on arrache, parce qu'elles étouffent tout le reste de ce qui vivait dans ces plans d'eau. On a un exemple avec une étoile de mer extrêmement invasive qui est arrivée en Australie en prenant le bateau, qui est arrivée comme un passager clandestin. Elle était dans les eaux de ballast de bateaux qui sont partis du Japon. Ça lui a permis de franchir les tropiques, parce que c'est une étoile de mer qui n'aime pas les eaux chaudes. On l'a installée au sud de l'Australie, dans la baie de Melbourne. Et en quelques années, il y a des millions d'étoiles de mer qui se sont développées dans la baie de Melbourne et qui ont tout mangé. Oui, mais la prolifération des espèces, elle vient du fait que, tout simplement, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de mécanisme de régulation. Oui, parce qu'elles arrivent dans un environnement où il n'y a pas leurs prédateurs. Donc il n'y a plus de régulation et elles peuvent devenir complètement invasives. Là encore, en soi, ce n'est pas un drame. Après tout, c'est une dynamique qui s'installe. Ce que je dis simplement, c'est que ça peut amener à un tel bouleversement du fonctionnement des écosystèmes qui nous rendent les services qu'ils nous rendent, en termes de respiration, en termes de filtration des eaux, en termes de nourriture qu'ils nous apportent, en termes de fonctionnement de nos paysages au sens large, que on peut se trouver devant un véritable saut dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quelle planète on va habiter d'ici quelques décennies ou un siècle ou deux. Alors lundi dernier d'ailleurs, la Si on méthode arrive à y scientifique habiter. était consacrée aux espèces invasives, mais lorsqu'on imagine qu'une espèce invasive telle que les frelons asiatiques, qui posent un certain nombre de difficultés, se propage, qu'est-ce qui peut se passer in fine? Est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous dites bien que la vie sur Terre n'est pas menacée, Bruno David, en revanche, il pourrait y avoir, je ne sais pas, une incapacité par exemple pour les abeilles de poursuivre leur existence et pour les hommes de bénéficier de leurs fruits? Oui, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Ça peut être ça. On introduit des espèces qui vont entrer en compétition avec d'autres et ça va créer des ravages chez les espèces locales. On a le cas avec des tas de petits crustacés d'eau douce, avec les écrevisses, avec on a une multitude d'exemples et c'est souvent parce qu'on amène finalement un bourreau aux victimes locales. Mais il y a aussi le cas inverse où on peut amener la victime à un nouveau bourreau qui ne connaissait pas. C'est le cas des pommiers en Amérique du Nord, où finalement les colons, en 1647, amènent les pommiers en Virginie. Et ils amènent des pommiers à un endroit où il y a une mouche qui parasite les aubépines. Et cette mouche a un cycle de reproduction qui est calé sur le cycle de l'aubépine, mais qui chevauche un tout petit peu le cycle de reproduction du pommier. Donc il y a certaines mouches qui commencent à se mettre à pondre dans les pommes, parce que finalement une pomme c'est plus sympa qu'une baie d'aubépine. Et il y a des mouches qui se mettent à pondre dans les pommes, et ça sélectionne une variété de mouches, une sous-espèce de mouche, qui va décaler son cycle de reproduction pour être en phase avec celui du pommier. Et on a aujourd'hui 2 groupes de mouches, des mouches qui continuent de pondre dans les aubépines, des mouches qui pondent maintenant dans les pommiers, et qui font des ravages dans les vergers. C'est une mouche qui est très belle en plus, très jolie petite mouche avec des ailes transparentes et des petites zébrures noires dessus, qui s'appelle Ragoletis, et qui était vraiment une superbe mouche, mais qui était un vrai ravageur. Et là, c'est la victime qu'on a amenée au bourreau. Et oui, parce que vous parlez des mouches et de la diffusion donc de certaines espèces de mouches, mais alors par exemple les insectes, eux aussi, on assiste à leur raréfaction. Oui, globalement, on insiste à une raréfaction des insectes parce qu'on change beaucoup les pratiques culturales. On introduit beaucoup de pesticides, d'herbicides dans les champs, ce qui fait que les insectes, les herbicides font qu'il y a moins de plantes pour qu'ils puissent se nourrir. Les insecticides tout court, ça les tue tout simplement. Et donc, on fait disparaître les insectes. Derrière les insectes, on fait décliner les oiseaux qui se nourrissent d'insectes, bien sûr. Tout ça, c'est une chaîne, et ce qui fait que, globalement, on bouleverse, comme je disais, nos écosystèmes. Et nos plaines agricoles ont considérablement changé en l'espace de 60 ans.
On n'a plus le même équilibre biologique. Alors on essaye de le compenser avec de la chimie, avec des choses comme ça, mais on n'a plus les mêmes équilibres. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Et on a détruit aussi une partie des sols, et ça, c'est encore plus grave. Les choses sont-elles rattrapables ? Oui, parce que la vie est très résiliente. Elle a une capacité de réagir, de cicatriser, tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil, parce qu'une fois qu'on a dépassé un certain seuil, c'est très difficile de revenir en arrière, voire totalement impossible, la vie ne reviendra pas en arrière, mais tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil, on a droit à l'erreur en quelque sorte, et on peut avoir des cicatrisations très importantes de la biodiversité localement. Et ça, c'est très encourageant, parce que ça veut dire que si on fait quelque chose, ça va assez vite. Et j'aime bien une formule que j'emprunte à Isabelle Autissier qui dit « la nature est bonne fille ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on la laisse tranquille, si on laisse les choses tranquilles, si on fait un petit peu attention, on a tout de suite une sorte de retour sur investissement. Les choses vont vraiment aller mieux. Elles vont aller mieux là où on a fait des efforts. Donc c'est très gratifiant finalement pour ceux qui ont fait des efforts. Quels sont les efforts que l'on pourrait faire et qu'est-ce que l'on est en droit d'attendre de ces efforts, Bruno David ? Alors les efforts, c'est de changer en fait de travailler sur les facteurs de pression qu'on exerce sur la biodiversité. Alors parmi ces facteurs de pression, il y a une surexploitation des ressources. Si on parle de l'océan par exemple, il faut moins exercer de facteurs de pression. Le facteur de pression, prélèvement des ressources océaniques, pêcher un petit peu moins de poissons, des choses comme ça. Et on voit bien les effets que ça a. Quand on fait des moratoires sur la pêche au thon rouge en Méditerranée, on voit que les thons rouges reviennent. Et donc c'est intéressant aussi pour les pêcheurs parce qu'on voit qu'on arrive à réguler le système et finalement à faire en sorte que ça marche plutôt mieux. Sur les parties continentales, sur les continents, moi je crois qu'un effort important, c'est replanter des arbres, replanter des haies. On ne va pas en sauvager la France, non plus, il ne faut pas exagérer, mais on a quand même d'immenses plaines agricoles dans lesquelles il n'y a plus une haie, pratiquement plus de haies, ce sont des paysages absolument sinistres. Replantons des haies dans ces plaines agricoles et on verra qu'on va changer les paysages et que finalement, on y gagnera. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers ? Par exemple, on a planté beaucoup de pins Douglas, mais le pin Douglas acidifie les sols et donc toutes les plantations qu'on a pu faire créent des forêts qui sont moins résilientes au feu, dit-on, et qui ont des sols qui s'appauvrissent, Bruno David. Oui, mais parce qu'il faut, c'est toujours pareil, il faut garder de la diversité. Mais le maître l'homme mot, c'est de est garder rarement la diversité. Si on fait de la doué monoculture, pour... ben oui, mais parce qu'on n'est pas doué, parce qu'on veut gérer. Et la nature ne se gère pas. La vie n'est pas une machine. On ne peut pas gérer la diversité comme on gère une machine. On n'est pas dans un monde déterministe. On est dans un monde de probabilité et d'incertitude. Il faut l'accepter. Je pense qu'il faut aussi accepter le fait qu'on a une certaine forme d'ignorance. On ne connaît pas tout. Et on n'arrivera jamais à tout connaître, et par conséquent, ça limite aussi notre action. Il faut accepter qu'on soit dans un monde complexe, alors c'est pas forcément simple à dire à la radio, mais on est face à une complexité. Il faut accepter cette complexité. Qu'est-ce que l'on ne sait pas justement, Bruno David ? Qu'est-ce qui aujourd'hui échappe à notre intellection dans le domaine du Écoutez, par exemple, on a décrit à peu près scientifiquement 2 millions d'espèces sur la planète. On pense, parce qu'on voit à quelle vitesse on décrit de nouvelles espèces, donc on peut dessiner une trajectoire de progrès de la connaissance. Si on extrapole cette trajectoire, on est capable de se dire qu'il y a entre 8 et 15 millions d'espèces vivantes sur la planète. On en a décrit 2 millions. Donc ça nous donne une mesure quand même de notre ignorance. On ne connaît pas ces espèces. On sait Quelles sont les espèces les plus mal connues ? Ce sont surtout des petits organismes. Ce sont des animaux ou des végétaux, mais de petite taille. On connaît les bêtes de grande taille, je veux dire, les éléphants, les rhinocéros ou les ours. On sait à peu près ce que c'est. On ne va pas découvrir une nouvelle espèce d'ours. Je sais, pour l'avoir lu dans votre livre « À l'aube de la 6e extinction », Bruno David, que vous êtes particulièrement inquiet pour la disparition d'organismes vivants qui ne sont pas particulièrement spectaculaires. C'est-à-dire on prête très attention aux pandas et largement moins aux vers de terre. Exactement. Exactement. Toute la biodiversité des sols, on y fait beaucoup moins attention parce que c'est pas visible. D'abord, il y en a une partie qu'on connaît mal, qu'on connaît peu. Quand on fait ce qu'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on va faire un séquençage global, un balayage global du contenu génétique d'un prélèvement de sol, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'espèces à l'intérieur et on ne les connaît pas forcément. Il y a beaucoup de micro-champignons, il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup aussi de micro-organismes qui sont déjà des animaux, mais qui sont des petits organismes comme les colamboles. On les connaît mal.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on en fait trop pour les pandas? Moi, j'en ai vu récemment dans un zoo de Beauval, ils étaient un peu déprimés, les pandas. Ils mangeaient Je des pousses de ne bambou. connais pas l'état psychologique des pandas du zoo de Beauval. Non, Mais mais est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On a plus d'affect pour des espèces qui nous sont proches, comme les mammifères, que pour des espèces qui nous sont avec éloignées. une vision anthropomorphique de l'état Tout le psychologique. temps anthropomorphiques, et des espèces qui sont un petit peu de notre taille aussi. Parce que le tout microscopique, s'il faut prendre une loupe ou un microscope pour observer l'espèce et trouver qu'elle est très attachante, bon, on va trouver ça moins intéressant. Et Globalement. aujourd'hui, le fait de lutter contre cette pandémie avec la certitude, une certitude largement répandue, que cette pandémie est causée notamment par notre rapport au vivant, est-ce que ça pourrait changer des choses, Bruno David? Bah écoutez, je l'espère. J'en suis pas Qu'est-ce qu'il faudrait convaincu. que ça change? Je ne suis pas convaincu, mais je l'espère. Mais il faut qu'on change. La pandémie, elle est liée au fait d'abord qu'on est très nombreux. Et donc la probabilité qu'un virus passe sur un être humain, elle est relativement importante du fait même de notre nombre. Elle est liée au fait qu'on se déplace beaucoup. Donc une fois elle apparaît localement, elle est rapidement globale. Elle est liée au fait qu'on entretient une promiscuité avec des animaux, avec d'autres espèces animales. Mais cette promiscuité, elle était encore plus grande auparavant. Cette promiscuité, non, en nombre, elle était plus petite. On est passé en 60 ans de 500 millions de volailles élevées à, je crois que c'est 20 milliards. J'ai le chiffre dans le livre, je vous le dis de mémoire. Donc on est sur quelque chose de complètement différent en ordre de grandeur. Et on a ces élevages absolument gigantesques qui mettent en contact beaucoup d'animaux qui sont d'ailleurs pratiquement tous identiques les uns les autres. Donc c'est vraiment au bonheur des virus. Dès qu'il y a un virus qui s'introduit là-dedans, il peut envahir tout le monde. Et on est en contact avec ces choses immenses. Et on va aussi chercher les animaux dans leurs environnements sauvages et on les amène vers nous, ou on détruit leurs environnements sauvages et ces animaux sauvages vont venir vers nous, vont se rapprocher de nous parce qu'ils vont être à la recherche aussi de ressources. Donc on crée de la promiscuité, soit à travers des élevages intensifs, soit à travers une promiscuité avec des animaux sauvages. Tout ça, ça va favoriser la transmission de virus. Et il ne faudrait pas croire non plus qu'en se disant, finalement, les virus viennent de ces animaux sauvages, par exemple, on va s'en débarrasser. Si on se débarrasse de tous ces animaux sauvages, finalement, ils ne nous passeront plus de virus. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut savoir que les pathogènes, ils s'intéressent toujours aux espèces dominantes. Parce qu'ils ont l'intérêt, finalement, d'aller vers une espèce qui est plus abondante et qui est plus facile à envahir, en quelque sorte, à parasiter, à rendre malade à travers des virus ou des bactéries. Donc si on était la seule espèce qui reste et qu'on était l'espèce dominante, en éradiquant la faune sauvage, on deviendrait la cible de ces pathogènes et ça serait la pire des choses à faire parce qu'on se désignerait nous-mêmes comme étant la cible des pathogènes. Donc respectons la biodiversité sauvage, faisons en sorte qu'elle soit la plus diverse possible, c'est notre meilleure arme contre les virus. Bruno David, à l'aube de la 6e extinction, Comment habiter la Terre, c'est votre livre publié aux éditions Grasset. On vous retrouve chaque matin sur l'antenne de France Culture à 6h05 pour votre chronique consacrée au monde vivant.